Bienvenue à la Escala dans le web de NeoSalva. Bien, merci. Écoute, Mike, de m'accueillir une fois de plus dans ton émission et de me permettre de réagir à l'actualité, puisque c'est une actualité qui évidemment suscite beaucoup de remous à la fois en France et à l'étranger, de par le monde. Ce sont ces fameux Jeux olympiques de Satan dont nous allons parler. Ah oui, parce qu'il y a quand même 22 millions de téléspectateurs qui ont regardé les JO en direct et sans parler dans le monde entier parce que ça a été diffusé en Mondiovision. Bien sûr, et donc voilà la France qui est humiliée de par le monde, et voilà surtout les chrétiens qui sont humiliés de par le monde, et le blasphème fait à notre Seigneur Jésus-Christ qui est diffusé de par le monde. Donc ce sont autant de raisons pour nous de devoir réagir publiquement lorsque le blasphème, le sacrilège et je dirais l'humiliation générale est organisée de façon publique, la réaction doit l'être aussi. Et donc c'est ce dont nous allons parler au cours de cette émission grâce à toi. Alors, il y a eu énormément de réactions sur X et sur Telegram. Il y a eu énormément de réactions où des gens ont pris la parole et n'étaient franchement pas d'accord avec la présentation de ces JO, cette cérémonie d'ouverture. Alors, tout s'était bien passé au début, mais tout de suite, ça commençait un petit peu à dégénérer avec des tas de personnes à moitié à poil en train de danser sur des barques. Alors, tout ça était évidemment relativement prévisible à partir du moment où Emmanuel Macron a choisi de confier l'organisation de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à des personnages qui étaient particulièrement connotés. Il fallait bien s'attendre à ce que ça s'oriente vers quelque chose de scandaleux. Il faut rappeler que le metteur en scène de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est un certain Thomas Joly. Alors, je citerai simplement que bon, c'est quelqu'un qui est un homosexuel notoire. C'est donc on s'attendait bien à ce qu'il fasse dans cette cérémonie la promotion de l'idéologie LGBT, compte tenu de son historique, de son parcours personnel de metteur en scène et de comédien. Et là, commençons déjà par souligner que ce personnage s'est justifié ce matin dans plusieurs médias en prétendant que, je le cite, hier soir, c'était des idées républicaines d'inclusion, de bienveillance, de générosité et de solidarité. C'est vraiment se moquer du monde, une fois de plus. C'est vraiment errare humanum est, perseverare diabolicum. Et cette personne assume en fait de se moquer de l'opinion publique en prétendant que tout ça était de la bienveillance, de la générosité. Alors, des idées républicaines, ça certainement, on y reviendra, dans le sens où, d'emblée, la mise en scène devant la conciergerie avec les images animées de Marie-Antoinette, Avec la tête coupée. la tête coupée et chantant ça ira, les aristocrates à la lanterne. Donc, non seulement on se jouait sur cet aspect sanguinaire de la Révolution française de façon assumée, on a d'emblée présenté la République française comme une espèce de Moloch qui veut le sang des Français, le sang de ses souverains, mais aussi le sang de tous ceux qui ont été décapités, exécutés de mille et une façons par la République à la suite de la Révolution française. Mais on a été jusqu'à se moquer de cette décapitation de la reine Marie-Antoinette en lui faisant chanter les paroles de la Carmagnole, ce chant révolutionnaire, alors même qu'on la représente la tête coupée, et c'est cette tête coupée qui entonne les paroles républicaines, révolutionnaires.
Et C'était puis, assez sordide, hein. C'était assez sordide quand même, hein. c'était complètement sordide, le tout aménagé de musique metal rock digne du Hellfest. Enfin, on avait droit à vraiment quelque chose d'absolument révoltant, jouant sur le sang, sur vraiment ce côté propre à la Révolution française, finalement, d'agiter les foules autour de l'idée du sang, de donner à la foule la soif de sang. Mais c'est quand même assez surprenant, en fait, que d'emblée, cette cérémonie d'ouverture, elle est démarrée sur un hors-sujet. En fait, on voit bien que ce ne sont pas les Jeux olympiques qui ont été célébrés hier, c'est vraiment une vision satanique du nouvel ordre mondial. Et on ne répétera jamais assez que le mondialisme est d'essence satanique, que Emmanuel Macron est vraiment disons un adepte du culte de Satan, il l'a démontré. Ceux qui pensent que le satanisme c'est une idée fixe des catholiques ou des complotistes, etc., devraient vraiment essayer de décoder tout ce qui a été montré hier à travers cette cérémonie d'ouverture. Je continue dans la présentation des personnages qui ont été choisis par Emmanuel Macron pour organiser cette cérémonie. Outre Thomas Joly, il y avait Barbara Butch, qui est la DJ, qui se présente comme la DJ féministe et activiste LGBT, qui a été choisie pour mixer les sons lors de la cérémonie d'ouverture. Alors elle, je cite le journal Le Parisien pour ne pas être accusé de quoi que ce soit. Le journal Le Parisien la présente comme issue d'une famille juive traditionnelle. Elle a fait de l'homophobie et de la grossophobie ses deux principaux combats. Donc encore une fois, on comprend bien que Emmanuel Macron a été chercher systématiquement des gens qui sont des militants idéologiques pour cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, et des gens qui seront des militants d'idéologie qui n'ont strictement rien à voir avec les Jeux Olympiques, évidemment. Et puis, il faut citer un troisième nom, c'est Cindy Léonie. Cindy Léonie, c'est la sous-préfète chargée de la préparation de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Alors elle, son parcours, évidemment, il est aussi révélateur, hein. Elle est ex-présidente de SOS Racisme. Selon sa fiche Wikipédia, elle est d'origine israélienne sayanim, et elle a travaillé auprès du DILCRA, le délégué international à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Donc on comprend bien qu'en fait, dès le départ, Macron a missionné des gens choisis sur base de conceptions idéologiques pour faire de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques un message idéologique adressé à la planète entière, un message qui a été promu devant un grand nombre de chefs d'État issus de tous les continents et diffusé, comme tu l'as dit, en mondiovision, donc devant des millions de spectateurs, de téléspectateurs de par le monde, mais qui, au-delà ensuite de cette diffusion en direct devant des millions de téléspectateurs, continue d'être répercutée à travers, bien sûr, tous les réseaux sociaux de par le monde et tous les journaux télévisés, tous les articles de presse, tous les extraits que l'on voit ici et là continuer à se répandre. Et donc, le message a été vraiment calculé, il faut bien en être conscient. Tout ça ne relève ni du hasard, ni ne doit être considéré comme une interprétation personnelle des catholiques ou de certaines personnalités qui seraient accusées d'être des complotistes ou des conspirationnistes. Non, il y a véritablement derrière tout cela quelque chose qui a été minutieusement préparé. D'ailleurs, Thomas Joly, le metteur en scène, dit bien qu'il y avait dans cette cérémonie 12 scènes qui ont été particulièrement bien préparées et qui toutes participent à un message qui est mondialiste, révolutionnaire, satanique,
anti-chrétien, anti-français, et un message de promotion de la débauche sous toutes ses formes. Je souligne aussi quelques déclarations de personnages avant et après la cérémonie, parce que ça traduit bien le fait que ce n'est pas simplement le fait d'Emmanuel Macron, ce n'est pas simplement le fait de l'équipe qu'il a missionnée pour préparer cette cérémonie, c'est vraiment quelque chose qui a été approuvé dans différents cercles mondialistes. Je citerai d'abord le message qui a précédé l'ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques, le message qu'a diffusé sur les réseaux sociaux François Hollande, je crois 2 heures avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Vous vous inquiétez qu'il pleuve ce soir, parce que je serai présent à la cérémonie, je vous le confirme. Je serai là, il pleuvra peut-être, mais c'est la plus belle fête au monde qu'il soit possible d'organiser. Une fête qui se produit uniquement par siècle. Des spectacles féeriques qui vont avoir lieu ce soir, des compétitions exceptionnelles qui vont se dérouler, des champions venus du monde entier, et puis enfin ce que signifie l'olympisme, c'est-à-dire la fraternité, la paix, la lumière de la démocratie qui va venir. Et moi, je ne verrai que du soleil ce soir. J'ai voulu les Jeux Olympiques à Paris. J'en suis heureux. Alors, François Hollande annonçait qu'il allait évidemment être présent, même s'il allait pleuvoir, qu'il ne fallait pas se soucier de la pluie, mais surtout il répétait abondamment que cela allait être un événement exceptionnel, que le spectacle allait être exceptionnel, que c'est un événement qu'on ne vit qu'une fois par siècle. Donc, il donnait bien l'impression qu'il était parfaitement informé du contenu de ce spectacle, de cette En tant cérémonie. qu'ancien président, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, voilà, il était, semble-t-il, parfaitement informé et se réjouissait par avance de ce qui allait être montré. Et puis, un message vidéo qui a été diffusé après, ce matin, et qui ce samedi matin a été diffusé sur les réseaux sociaux par Jacques Attali. Et là encore, je vous invite à en retirer quelques extraits, à voir par vous-même de quoi il s'agit. Donc Jacques Attali a estimé, à travers un petit message, qu'il faudra voir dans 10 ans si, je cite, ce qu'il appelle les transgressions mises en avant durant cette cérémonie seront devenues des banalités, des libertés banales, selon lui, ou si, au contraire, le monde les aura jugées décadentes et sera revenu à ce qu'il qualifie, lui, évidemment, d'obscurantisme. Que retiendra-t-on dans 10 ans de cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024 ? Pour avoir co-organisé avec Jacques Lang et Jean-Paul Goude les fêtes du bicentenaire de la Révolution française, avec des centaines de chars sur les Champs-Élysées, suivis par des centaines de milliers de personnes, avec 45 chefs d'État tout autour de l'avenue, je mesure que d'abord ce qu'on retiendra, c'est qu'il n'y a rien à retenir de tragique, que tout s'est passé bien, sans difficulté, sans drame. Nous ne marquerons pas ce jour d'une pierre noire. Ce rôle qu'on retiendra aussi, je pense, c'est l'ensemble des transgressions qu'on y a vues de toute nature. Et dans 10 ans, soit ces transgressions seront devenues naturelles et banales, et ne choqueront plus personne, soit au contraire, ces transgressions seront ressenties comme la mesure de ce que 2024 était un moment de décadence, et qu'il fallait revenir en arrière. Nous verrons dans 10 ans si la transgression est devenue ouverture vers la liberté, ou au contraire, si 2024 aura été un point d'inflexion vers un retour obscurantiste, nostalgique, qui aura marqué la fin d'une époque de liberté. Je ne pense pas que le pire soit le plus vraisemblable. Je pense au contraire que ce qui s'ouvre ici est une période où la France aura ouvert une voie. Et il conclut, Jacques Attali, qu'il espère que la France aura ouvert une voie. Et donc, vous voyez, là, on est bien dans la démonstration que cette cérémonie
elle a été vraiment voulue par le nouvel ordre mondial. Elle n'a pas simplement été une initiative personnelle d'un fou qui serait assis sur le fauteuil de l'Élysée. Ce n'est pas simplement Emmanuel Macron, sataniste et président de la République, qui en est le responsable. Non, dans le message que vient apporter Jacques Attali, il y a bien la confirmation que c'est quelque chose qui a été souhaité, pensé, programmé par les forces du nouvel ordre mondial. Et encore une fois, je dis bien, tout cela est d'essence satanique. Il faut vraiment en avoir conscience. Bon, quand on tire le fil complet des scènes de cette cérémonie d'ouverture, on voit bien la haine du christianisme. Bien sûr, il y a énormément de symbolique et même si on cherche à être le plus attentif, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui nous échappent. D'abord, il y a les images, il y a les mots. Il faut déjà commencer par rappeler que lorsque Emmanuel Macron prend la parole, il déclare ouvrir cette cérémonie des 33e Olympiades, dit-il. Ouais, en plus, voilà, le gros 33, quoi. C'est dans la franc-maçonnerie, le 33e grade, c'est déjà le grade le plus haut. D'emblée, on voit sur le visage d'Emmanuel Macron que lorsqu'il prononce ces mots, il a une forme de rictus parce qu'il y a bien un discours d'initié, évidemment, qui se propage dans ce choix des mots de souligner les 33e Olympiades. On sait aussi que lorsqu'il a pris la parole au dîner des chefs d'État. D'abord, ce dîner des chefs d'État s'est déroulé à la pyramide du Louvre. Là encore, symbole hautement maçonnique, évidemment, que cette pyramide du Louvre, et que, s'adressant à eux, il a tenu plusieurs formules maçonniques que notent tous les initiés, évidemment. Donc, d'emblée, il y a cet élément maçonnique qui apparaît à la fois devant les chefs d'État lors du dîner qui leur est réservé et puis à l'ouverture de la cérémonie. Ensuite, il y a évidemment toutes les allusions à travers les différentes scènes. Bon, on sait bien que les images de Marie-Antoinette, la tête coupée, ce n'est pas simplement une image révolutionnaire. Il faut se souvenir que dans l'histoire de cette révolution française et de l'exécution du roi Louis XVI, de la reine Marie-Antoinette et d'un grand nombre de membres de la famille royale, il y a, à travers le régicide, il y a vraiment un aspect qui est d'ordre religieux, c'est-à-dire anti-religieux. Le roi de France est considéré comme, à l'époque, le père de la nation. Il est lieutenant du Christ et il a même des pouvoirs thaumaturges. On dit sous l'Ancien Régime que le roi peut soigner des malades à différentes occasions en posant la main sur eux. Il y a des cérémonies qui sont faites durant l'Ancien Régime où le roi reçoit les malades, les souffrants qui viennent quémander les pouvoirs thaumaturges royaux. Et ces pouvoirs thaumaturges viennent naturellement du fait qu'il est lieutenant du Christ. Et donc, lorsque la Révolution française exécute le roi, elle, non seulement évidemment elle cherche à
éliminer la monarchie dans sa symbolique et dans sa personne, mais aussi elle vise à éliminer ce lien qui existe entre l'autorité et la religion. Elle veut s'affranchir de Dieu et de la religion catholique, et on va voir très vite que non seulement elle va persécuter le clergé, elle va organiser le génocide vendéen, elle va martyriser tous les Français contre-révolutionnaires à travers toute la France, de Marseille à Nantes, en passant par Lille, Paris, etc., Lyon, qui ont été des villes qui ont beaucoup souffert. Et donc, dans le choix de cette cérémonie d'ouverture, de montrer la reine décapitée, il y a à la fois une insulte à l'histoire de France, c'est-à-dire que c'est comme si la France débutait son histoire en 1789, alors que la grandeur de la France, elle est évidemment antérieure à 1789. Elle est gallo-romaine, elle est chrétienne. Voilà, elle a une histoire. Elle ne démarre pas en 1789. Et le patrimoine que l'on peut encore aujourd'hui visiter à travers la France, il est essentiellement antérieur à la Révolution française. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron aime bien les lieux luxueux, les ors et les jolis meubles, etc. Mais il faut rappeler qu'en fait, en tant que président de la République, il vit essentiellement dans des biens qui datent de l'Ancien Régime. Après, il y a son trogneux qui vient changer la décoration de l'Élysée, mais l'Élysée en tant que tel, il faut se souvenir que ce n'est pas un édifice né de la République. Et puis, il faut de nouveau, lorsque l'on observe cette mise en avant de l'image d'une reine décapitée, donc bien voir que c'est une volonté manifeste de débuter la cérémonie avec le côté assumé d'avoir persécuté la France catholique. C'est le premier message, en fait, que tout le monde peut comprendre. Cette symbolique-là, elle signifie nous assumons d'être les héritiers de ceux qui ont persécuté. Il y a une forme de rituel dans la façon dont le roi a été assassiné. Alors, il faut ensuite voir dans les autres tableaux, entre guillemets, dans les autres scénographies de cette cérémonie, toute une série d'éléments qui sont plus abjects les uns que les autres. Alors, bon, il y a la fameuse promotion du trouble, hein, donc on a vu ce clip où trois individus s'entrelacent, s'embrassent, se lèchent, se caressent d'une façon absolument infâme, et on voit bien que là, c'est cette idée même de destruction de la famille qui est mise en avant. C'est vraiment ce que l'on pourrait appeler de la débauche, qui est mise en avant, projetée devant la planète entière. À une heure d'écoute, je veux dire, à 20h30, quoi. C'est là où tous les gens sont dans leur poste. Hein. Voilà. Et donc, vous imaginez que quantité de familles de par le monde se sont installées avec les enfants pour assister à ce qu'ils pensaient être un spectacle olympique, et en fait ont droit à une promotion de la débauche, de l'homosexualité, de la transsexualité,
bon, voilà, on a atteint des moments scénographiques où Même les présentateurs, à un moment donné, ils étaient mal à l'aise. Ils ne savaient pas quoi commenter. À un oui, moment donné, pendant 30 secondes, ils étaient tus. Que ils parlaient, et à un moment donné, devant le spectacle, on était tous là devant, on était subjugués c'était c'est hallucinant de voir ça, quoi. C'était pas possible. C'était Sodome et Gomorrhe mis en image. Ah, Faut dire, voilà, c'est Sodome et Gomorrhe mis en image. Il faut être clair. Ensuite, on a eu ce moment absurde où on a ridiculisé la garde républicaine avec Aya Nakamura. Bon, ben là encore, il y a des symboles qui sont significatifs. C'est pas simplement le côté c'est pas, il y a le côté multiculturalisme, il y a le côté culture de bas étage, compte tenu du fait que Aya Nakamura, on sait que la plupart de son répertoire relève de paroles dignes de pornocrates et plutôt que de la chanson française. Mais ensuite, songez que chaque élément n'est pas choisi au hasard. Lors de cette scénographie, elle sort de l'Institut français et que cet Institut français, c'était autrefois le lieu qui représentait la science en France, le lieu de travail des scientifiques français. Donc, imaginez que de ce haut lieu de représentation de la science et des scientifiques français, on fait émerger pour l'occasion Aya Nakamura, c'est quand même grandeur et décadence en quelques secondes. Et puis ensuite, la voir se trémousser, accompagnée par la musique de la garde républicaine, pour terminer par un moment où en grand uniforme, la garde républicaine se met à danser de façon quasiment tribale autour d'Aya Nakamura, c'est quand même quelque chose qui est consternant. Il y a eu bien sûr aussi la scène du passeur. Là encore, c'est quelque chose qui n'est pas anodin de voir des enfants être amenés sur une barque par un personnage sombre. Il y a quelque chose de très malsain dans cette image de voir des enfants emmenés de la sorte par un passeur qui a un air ténébreux. Là aussi, on peut penser à beaucoup de choses compte tenu de tout ce que l'on sait à l'heure actuelle. Et je laisserai les téléspectateurs penser au contenu du film Les Survivants. On peut donner un petit indice en disant Pizzagate et puis stop. Voilà. Ensuite, vous avez la parodie blasphématoire de la scène. Alors ça c'était le clou du spectacle. Ça c'était vraiment à mauvais titre, hein, je veux dire. C'était vraiment le clou du spectacle. J'ai tout de suite compris quand les images elles sont arrivées, j'ai tout de suite fait le parallèle, mais instantanément. Je sais pas possible, ils ont été jusqu'à là. Voilà, là c'était vraiment un moment vomitif, vraiment vomitif. Et encore une fois, quand le metteur en scène Thomas Joly ose prétendre ce matin que tout cela était fait dans une démarche de bienveillance et de générosité, c'est quand même vraiment se moquer du monde. C'est qu'il nous prend vraiment pour des imbéciles. Mais au moins assumez, bon sang, assumez vos scandales et vos outrances, mais ne prenez pas les gens pour des imbéciles. C'est ce choix. Enfin, il faut regarder les images en détail, les personnages qui composent cette parodie blasphématoire de Sun. Mais c'est écœurant, vraiment écœurant. Et notez d'ailleurs que dans leur perversité, une fois de plus, au milieu de tous ces personnages travestis, transgenres, drag queens, ils ont eu l'outrecuidance jusqu'au bout d'aller y mettre une petite fille. Ah oui, non, mais ça c'était vraiment. Oui, c'est que
ils doivent tout souiller. On est gêné même de regarder ça à la télé, quoi. On est gêné. C'est que ces gens sont abominables et doivent tout salir, tout souiller. Vraiment, il faut considérer que au cours de cette soirée, ils ont souillé la religion, souillé le Christ, souillé l'enfance, souillé l'histoire de France, souillé la conception de la famille, vraiment tout y est passé. C'est une immoralité, une abjection, un antichristianisme, une addition de tout ce qui est anti-France. C'est une conjugaison de toutes les abominations. Mais après, avec ce qu'il y a eu, avec les élections qu'il y a eu, avec le tour de passe-passe que Emmanuel Macron nous a fait, il est toujours au pouvoir, c'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir. Et puis là, ils vont jusqu'au bout. C'est des jusqu'au boutisme. Ils vont jusqu'au bout pour nous montrer encore que c'est eux qui sont derrière les manettes. Et à travers des signes et à travers des images, il faut bien comprendre que c'est eux les maîtres de la France, les maîtres du nouvel ordre mondial, et que peu importe ce que nous on dit et ce que nous on pense, eh ben, il y a un agenda et cet agenda, il doit être fait, quoi. C'est ça. Tout à fait. Bon, parce que ensuite, pour continuer le fil conducteur, ben, vous avez donc sur la table de cette soi-disant scène, voilà, vous avez l'apparition d'un personnage qui représente Dionysos. Hein, donc voilà, c'est le lieu dieu grec du vin, c'est le symbole de la débauche. Et puis vous avez là aussi, c'est un élément qui quand même est significatif dans le choix des symboles, c'est l'apparition du cavalier de l'Apocalypse. Hein. Là encore, il a fait du chemin, hein. On l'a vu. Hein. On l'a vu pendant longtemps. Hein. Il en a fait du chemin sur la scène. Hein. Au grand galop amenant le drapeau olympique, là encore, c'est que ce choix du cavalier de l'Apocalypse, c'est voilà, il faut relire les textes de l'Apocalypse. Hein, c'est je vois un cheval vert pâle, son cavalier s'appelle la mort, et le monde des morts marche derrière lui. Ils reçoivent le pouvoir sur le quart de la terre. Ainsi, ils vont tuer ses habitants avec l'épée, la flamme, tout ce qui apporte la mort et avec les bêtes sauvages de la terre. C'est dans l'Apocalypse 6-8. Et c'est donc, voilà, faites le lien avec quantité d'autres éléments de l'actualité, de tout ce que nous avons vécu ces dernières années, le covidisme, et on voit bien que dans la mise en cage des Parisiens, dans l'organisation sous prétexte sécuritaire de la mise en cage des Parisiens, il y a énormément de parallèles à faire avec ce que l'on a connu pendant 2 ans et demi de covidisme. Et donc, encore une fois, ça nous ramène aussi au plan de dépopulation. Hein, Il y a encore une fois le QR code. Hein. Tu ne peux pas te déplacer sans le QR code. Hein. Absolument. Ça nous rappelle bien entendu l'époque du Covid. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et oui, alors, il faut quand même en plus souligner que ce cavalier de l'Apocalypse, lorsque il apporte ce drapeau olympique, ensuite ce drapeau olympique est hissé au mât devant, et là c'est quand même c'est surprenant d'aller jusqu'au bout de ces symboles-là. Ils ont été mettre une représentation du veau d'or à côté des anneaux olympiques. Lorsque le drapeau olympique est hissé, il y a cette représentation du veau d'or qui dit bien. Un taureau. Oui, c'est bien sûr. J'avais l'impression de voir Moloch. J'avais l'impression de voir Moloch. Mais c'est pas possible, quoi. Ajoutons encore que l'on a montré au cours de cette cérémonie une nouvelle statue dorée à la gloire de Simone Veil, hein, l'avorteuse en chef. Bon, enfin, tout est là, tout est additionné pour bien nous faire comprendre que cette cérémonie, elle est d'essence satanique, que mais pourquoi cette cérémonie, Alain Escada? Parce que là, on a fait, si tu veux, on a fait un constat. Mais pourquoi ils ont voulu passer tous ces messages pendant cette cérémonie
qui est passé en audiovisuel. Donc, normalement, est-ce qu'il va se passer quelque chose ici quelques mois? Ou alors, est-ce que ça annonce un agenda? Je me garderais bien de jouer au prophète. Je n'ai pas tous les éléments pour comprendre le choix, le calendrier. Ce que j'observe, c'est qu'en fait, depuis le début du premier mandat d'Emmanuel Macron, l'on a affaire à une série de cérémonies qui comportent toutes des messages hautement symboliques. Souvenez-vous, lorsqu'il est élu pour la première fois, cette cérémonie devant la pyramide du Louvre, avec la mise en avant du triangle. Il y a eu, dès le début, le choix de jouer carte sur table. C'est vrai que c'est pas caché. Hein. C'est troublant, mais on a vu d'emblée que Macron annonçait la couleur en se présentant comme celui qui était le représentant de la franc-maçonnerie, mais à travers le représentant de la franc-maçonnerie, le représentant aussi du satanisme. Et souvenez-vous, ça vaudrait la peine que vous ajoutiez l'extrait à cette vidéo. Souvenez-vous de ce moment où, lors d'un entretien vidéo, il nous parle de la bête. Souvenez-vous du moment où Macron annonce que la bête est là. La bête de l'événement est là. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Quand on met cela en corrélation avec cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, on a vraiment l'impression que les messages se succèdent, annonçant vraiment leur espoir du règne de Satan sur le monde. Alors on peut encore aussi évidemment mettre cela en corrélation avec le message d'Emmanuel Macron au siège du Grand Orient de France pour les 250 ans du Grand Orient de France, où Emmanuel Macron a martelé que la République était intrinsèquement liée à cette franc-maçonnerie et que quiconque critiquait cette franc-maçonnerie devenait donc ipso facto un ennemi de la République. Tous n'étaient pas maçons, mais tous en défendaient les valeurs. La franc-maçonnerie n'a pas fait à elle seule la République, mais la République sans elle ne se serait pas faite. La franc-maçonnerie fut l'atelier de la République, là où se poursuivait l'œuvre commencée dans le Temple. La franc-maçonnerie donna à la République ses premières forces vives, et à l'heure où le Parti républicain n'avait qu'une prise incertaine sur le pays, que la monarchie menaçait de revenir, les francs-maçons furent dans nos villages, dans nos petites patries, ces commis voyageurs de la République dont parlait Gambetta. Ils furent ces humbles militants pénétrés de l'idéal des Lumières, défendant la République face aux forces monarchistes comme face aux tenants de l'insurrection. Justement, en parlant de ça, toi, Alain Escada, Civitas est ennemi de la franc-maçonnerie et ils t'ont fait payer le prix. En tout cas, tu as une association. Alors, Civitas en France a payé le prix en étant frappé de dissolution par Darmanin et consorts. Et on verra l'issue, puisque nous sommes toujours en attente du recours devant le Conseil d'État. Vous voyez, rien que cela, les délais absolument gigantesques nécessaires à ce que le Conseil d'État se prononce sur un recours pour une dissolution qui est complètement arbitraire, puisque voilà, on nous présente comme de dangereux malfaisants, alors que en fait les gens dangereux, ils sont au pouvoir aujourd'hui en France. Hein. Les vrais malfaisants, les vrais dangers publics, ils sont au pouvoir aujourd'hui en France. J'ajoute dans tout le calendrier des symboliques, il y a eu aussi le moment où Emmanuel Macron a allumé à l'Élysée le chandelier d'Hanouka.
Ça aussi, c'était quand même un symbole particulier, puisque c'est le même Emmanuel Macron qui nous parle de neutralité religieuse, de laïcité, etc., et qui, pour le coup, a choisi de rompre avec cette laïcité et cette neutralité religieuse en allumant lui-même l'un des cierges de Hanouka à l'Élysée, devant un parterre de rabbins et de représentants de la communauté juive. Tout ça est quand même curieux, mais manifeste en tout cas que, à travers à la fois sa fascination pour la franc-maçonnerie et son attrait pour le judaïsme, c'est en tout cas la religion catholique qu'il maltraite systématiquement en France. Et puis enfin, on pourra aussi faire le parallèle entre cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et l'Eurovision de cette année. Souvenez-vous là aussi de la façon dont le concours Eurovision de la chanson avait déjà été l'occasion de scènes complètement sidérantes, à la fois de promotion de l'homosexualité, du satanisme. Voilà, le satanisme était partout dans ce concours Eurovision de la chanson et il était partout dans cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc vraiment, on assiste à quelque chose qui est organisé. On parlait en début de cette émission du fait que manifestement tout cela était planifié par les cercles mondialistes, et donc le fait que la même année vous avez cette cérémonie du concours Eurovision de la chanson largement diffusée au niveau des images à travers l'Europe et bien au-delà de l'Europe. Et puis cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, eh bien vous avez vraiment une étape supérieure. Ça, c'est une étape supérieure. Mais c'est significatif que ce soit en quelques mois deux grands événements télévisés qui aussi ouvertement font la promotion du satanisme et montrent de façon assumée que ce mondialisme, il est satanique. En fait, le culte de la République, c'est le culte de Lucifer. C'est la promotion à la télé. Bien sûr, tout à fait. Donc, il faut avoir conscience désormais de l'ennemi auquel nous avons affaire. Je pense que c'est symptomatique que tout cela soit aussi perceptible après les élections européennes, puis les élections législatives françaises. Vous voyez, c'est que, en fait, cela nous démontre que le combat n'est absolument pas électoral. Le combat ne se déroule absolument pas dans les urnes. Le combat, désormais, il est vraiment entre le bien et le mal. Le combat, il est de nature eschatologique. Il est spirituel. Il est là le combat. Exactement, Mike. C'est ce chapelet. Tu sais qu'il y a un appel au chapelet qui a été lancé suite. Exactement. Et donc, voilà, moi aussi, je le sors de ma poche et effectivement, je me porte tout à fait comme un relais de cet appel à réciter le chapelet, en particulier le 2 août, le vendredi 2 août, en public, en réparation de ces blasphèmes. Cet appel a été diffusé déjà assez largement par de nombreux milieux catholiques. Et vraiment, il faut que ce soit une initiative qui se répande à travers la France et au-delà de la France, parmi tous les catholiques conscients de cette bataille eschatologique. Ce combat eschatologique, tout à fait, voilà, c'est ça. Alors, justement, à la Escada, je voulais revenir là-dessus parce que nous, donc, tu connais Cassandre Christo et je t'ai présenté aussi mon ami Florent le Royaliste. Donc, on s'est concerté demain, dimanche, à 17h,
à la place Saint-Jacques, devant l'obélix de la Sainte Vierge, avec la Sainte Vierge et l'enfant Jésus. À 17h, on va réciter un chapelet en réparation au blasphème qu'il y a eu pendant ces JO. Voilà. Et donc, vraiment, oui, je me fais le relais de cet appel. Effectivement, j'encourage tous les catholiques de par le monde à prier le chapelet en réparation de ce blasphème. Je dirais, bien sûr, le 2 août, comme est lancé l'appel le jour de la fête de Saint-Alphonse de Liguori, mais je pense aussi, plus largement, il faut que, voilà, au cours de cette semaine, tous ceux qui... Dans le cœur de Jésus-Christ et la Sainte Vierge, de prier le chapelet. Absolument. On ne dira jamais assez que la demande de la Sainte Vierge de briller chaque jour le chapelet est essentielle dans le combat du catholique. Aujourd'hui, il faut, si l'on veut être un combattant catholique, il faut être armé spirituellement. Et donc, c'est essentiel de prier chaque jour le chapelet. Vraiment, il faut le faire. Ce n'est absolument pas du temps perdu. Ceux qui le font savent bien les grâces que cela apporte pour eux-mêmes et pour le combat qu'ils mènent. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans le monde des ténèbres dans lequel nous vivons, il est essentiel que nous recourions au chapelet pour mener cette bataille. Et puis, il faut prier et agir, et il faut vraiment que nous apprenions à être des catholiques rugissants. Vraiment, j'insiste là-dessus. Soyons des catholiques rugissants. Ne nous laissons pas écraser, ne nous laissons pas humilier sans broncher. On a vu le communiqué de la conférence des évêques de France. Oh, bien sûr, certains se réjouiront qu'ils ont quelque peu critiqué, déploré les aspects moqueurs de la cérémonie. Mais est-ce là les termes que l'on attend d'évêques? Non. Des évêques doivent condamner dans de telles circonstances, condamner fermement et jouer de leur autorité pour s'opposer à cet esprit de la République qui assume son antichristianisme et son satanisme. Or, les autorités de l'Église de France n'assument pas ce combat. C'est lamentable, encore une fois. Et donc, il faut que les catholiques se prennent en main eux-mêmes et se joignent à tous ceux qui d'ores et déjà ont publiquement déclaré qu'ils allaient prier pour réparer ces blasphèmes. Et il faut que ces prières, elles soient publiques parce que le mal a été public, parce que le blasphème a été public, il faut que les réparations soient publiques. Je sais que ça n'est pas toujours facile, que l'on a perdu des habitudes dans ce domaine, que les gens sont souvent craintifs du regard des autres. Mais qu'est-ce donc que le regard des autres face au regard de Dieu? Vous devez mériter devant Dieu. Et pour cela, assumez de prier votre chapelet publiquement. C'est bien la moindre des choses. Si nous voulons que la France redevienne chrétienne, il faut l'assumer. Il faut assumer cette volonté en priant publiquement notre chapelet. Et donc vraiment, c'est l'une des batailles qui se joue en ce moment. Vous voyez, déjà depuis quelques années, se développe dans certains pays, je pense à la Pologne, à la Hongrie, à la Slovénie, ce qu'on appelle le chapelet des hommes, où sur des places publiques, à différents moments, des hommes en nombre se rassemblent et prient le chapelet. Alors bien sûr, il n'y a pas que les hommes qui doivent prier le chapelet, évidemment, tout le monde doit prier le chapelet. Mais c'est symptomatique d'avoir développé un tel mouvement parce que ça montre que justement le chapelet n'est pas non plus qu'une affaire de vieilles femmes bigotes, mais que l'homme combattant, il doit s'armer du chapelet. Et l'un ne va pas sans l'autre. Prier et agir. Prier et agir.
Merci Alain pour toutes ces explications, d'avoir fait ton analyse et pour nous avoir motivés à devenir des soldats du Christ dans ces derniers temps eschatologiques où se battre pour Dieu, c'est gagner notre ciel. Christus vincit. Christus regnat. Christus imperat. Voilà les amis, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, à vous abonner. Rejoignez-nous à Civitas International. L'actualité démontre la nécessité de nous organiser au niveau international également. Ben merci Alain, merci.